ça aujourd'hui, je le redis, hein, moi, depuis le dernier épisode de 2025 autour de l'avenue de Zelensky à Washington, à partir de ce moment-là, pour moi, c'était acté que ce serait encore de la comédie et que on n'aurait plus le droit qu'à de la comédie jusqu'à ce que la victoire militaire russe soit claire, nette et définitive. Hein. Il reste toujours, puisque ceux qui me suivent le savent, il restera toujours l'hypothèse, si la situation se dégrade encore un peu plus, alors qu'elle se dégrade déjà beaucoup depuis le mois d'août l'année dernière, sur le plan militaire, de problèmes internes à Kiev, puisque je rappelle à nos auditeurs, hein, si vous avez suivi Veille Stratégique ces 15 derniers jours, on a quand même Madame Timoshenko maintenant qui est dans le collimateur du bureau anticorruption. On lui a demandé de payer une caution de 700 000 $ la semaine dernière. Elle n'a plus le droit d'être en contact avec les députés de la Rada. Enfin, on essaye vraiment, et c'est donc parce qu'on le craint, parce qu'on ne prend pas des mesures comme ça préventives s'il n'y a vraiment pas un danger même moyen qui plane au-dessus de votre tête. On voit bien que autour de Zelensky, tous les opposants potentiels sont en train d'être doucement mais sûrement et entre guillemets liquidés pour pas qu'ils puissent prendre le pouvoir d'un seul coup si la situation devenait intenable au point que quelqu'un se dise bon bah tiens je tente ma chance, je fais un Maïdan à l'envers et voilà. Le seul qui a échappé à ça au sens juge plus prison, c'est le maire de Kiev, Klitschko, parce que lui, ça fait 6 mois qu'ils ont attaqué son réseau mafieux et pas lui directement, parce qu'ils savent très bien que lui, il est difficilement attaquable par rapport à l'aura et au contact qu'il a dans les pays occidentaux. Voilà. Mais ils ont attaqué en gros toute sa base de blanchiment, de trafic et compagnie pour le fragiliser puis lui faire passer le message que maintenant il a intérêt à rester à sa place. On peut commencer par l'Iran parce que ça ne va pas nous occuper très longtemps vu qu'il s'est pas passé. Voilà l'Iran. Oui, ben, on a une pression maintenant. Alors, il y a des choses à la fois qui sont inquiétantes et puis d'autres qui sont rassurantes. Alors, on va commencer par les choses inquiétantes. Je viens de vous entendre là avant d'entrer dans dans la danse. On vient nous dire maintenant, là, en 48 heures, d'un seul coup, le bilan qui, je le rappelle, était estimé au maximum à 2400, 2500 morts il y a encore 10 jours hein, sur la répression. D'un seul coup, on passe à 10 fois plus, enfin même plus que 10 fois plus, puisque là, il y a des gens qui viennent dire 30 000 morts, etc. Enfin, est-ce que les gens se rendent compte que tout ça, ça vient d'ONG dont on n'a pas de traçabilité sur qui les paye, comment, etc. On est sur une espèce de manipulation. Comment d'un seul coup, je rappelle, hein, le bilan le plus farfelu il y a 10 jours, c'était de nous parler déjà de 12 000, peut-être 15 000 morts, ce qui était déjà monumental. Et en plus, par rapport aux images qu'on avait pu voir, c'était complètement, qu'on me dise qu'il y a peut-être eu sur un pays qui est très grand, hein, ne l'oublions pas, qu'il y a peut-être eu effectivement jusqu'à 2400 morts, ça paraît encore quelque chose de plausible. Et on va revenir. On va nous expliquer bientôt, Sylvain, je pense qu'il y a eu plus de morts dans ces répressions en Iran que de morts totales depuis le 11 septembre, depuis le 7 octobre à Gaza. On va nous expliquer finalement, il n'y avait pas tant de morts que ça à Gaza, malgré les tonnes et tonnes de TNT, plusieurs fois des bombes nucléaires déversées. Finalement, ça fait beaucoup moins de morts que quelques tirs de Kalachnikov. C'est-à-dire que là, on est dans le mensonge et la manipulation la plus absolue. Ah bah c'est ça, c'est-à-dire que pour accepter le seuil des 30 000 Gazaouis tués qui a dû arriver au début de l'année 2024, il a fallu ramer, et tous ceux qui le disaient, que ce soit des experts occidentaux, des gens sur place. Alors là, oui, et puis les ONG sur place, parce que c'est marrant. À Gaza, les ONG mentent hein, sur le nombre de morts qu'il y avait à Gaza. Par contre, entre Téhéran, Ispahan, etc., là, les ONG disent la vérité. Hein, on appréciera tout ça. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le silence auquel on a assisté pendant cette petite dizaine de jours autour du nombre de morts, pour que là, d'un seul coup, ça reparte, et puis qu'en plus, ça reparte à la hausse, et on vous dit que c'est à la Kalachnikov. Rendez-vous compte.
Hein. Même en Ukraine, alors qu'il y a un conflit de haute intensité, on n'a pas eu autant de morts comme ça dans un laps de temps aussi court. Et les images qu'on nous a montrées ne laissent rien entendre qu'il puisse y avoir autant de morts. Et ensuite, il faudra revenir sur comment ces gens ont-ils été tués. Parce que moi, je dis, voilà, il y a quand même un parfum de Maïdan dans certains coins de l'Iran où des gens ont effectivement été tués, mais pas par les Bassidji, pas par les gardiens de la Révolution, pas par la police, mais par des gens qui étaient là au service des intérêts israélo-américains. Hein, qu'on nous a encore et qu'on tirait dans la foule pour exciter les gens, les inviter à se révolter encore plus, parce qu'en disant, bah, regardez, ils tuent les nôtres, etc. Exactement comme ça s'est passé pendant le Maïdan. Donc, il faudra aussi un jour faire la lumière sur tout ça. Donc, Totalement. on nous resserre ça. C'est inquiétant parce que ça semble être, comment dire, la justification a priori que demain, il va falloir mener des frappes contre l'Iran. Regardez, ces salopards, ils ont tué tant de gens dans leur population, puisque je rappelle que le déclencheur potentiel d'une attaque américaine officiellement, tel que nous le présente Donald Trump depuis le début, c'est de dire, si la répression continue, nous, les Américains, on interviendra. Bon, donc pourquoi d'un seul coup, au bout de 2 semaines, à peu près 2-3 semaines d'émeutes, des chauffourées, de tirs dans la foule, de ceci, de cela, on nous sort un bilan, puis Donald Trump recule, se passe à nouveau 10 jours, et puis là, ah bah tiens, le groupe aéronaval de l'Abraham Lincoln, il est arrivé, et là, on nous ressort ces histoires de 30 000 morts. C'est, comme je dis souvent en rigolant pour reprendre l'expression de Desproges, c'est capillotracté, hein, regardez ce que ça fait à la fin, hein, vous avez plus de cheveux, voilà, c'est pas possible, faut pas être naïf là. Hein. La concomitance de l'information sur l'augmentation soudaine du nombre de morts de cette répression avec l'arrivée du groupe aéronaval américain, c'est vraiment nous prendre pour des idiots. Alors après, de l'autre côté, les Américains, semble-t-il, n'ont pas l'intention de faire ça n'importe comment. Là, on sait qu'il y a pas mal d'avions de guerre électronique ou ce genre de choses qui sont arrivés dans la région, qui commencent à scanner, si je peux me permettre cette expression, l'ensemble du dispositif iranien, si il est, comme on dit, allumé et visible par toutes les observations radars, satellites, etc. Et puis ensuite, il se dit, et ça j'y crois très fortement, qu'il y a des négociations toujours en cours entre les Américains et les Iraniens autour du nucléaire civil, puisque le problème aujourd'hui, c'est bien évidemment d'éliminer le problème du nucléaire civil qui pourrait redéboucher sur du nucléaire militaire. Hein, et ça, c'est la partie qui intéresse les États-Unis au niveau immédiat. Bien évidemment, ce qui gêne le plus les États-Unis, c'est la façon dont l'Iran gère son pétrole et ses exportations à destination de la Chine en yuan et pas en dollars. Il ne faut pas non plus se voiler la face. Et se superpose, bien sûr, la couche dont personne ne parle. Hier soir, je regardais ça sur LCI, j'étais assez amusé parce que le général Richoux, qui est pourtant pas le couteau le plus affûté du tiroir, insistait beaucoup en disant en Iran, il y a des agents du Mossad. Et il le répétait plusieurs fois. Et Pujadas ne voulait pas l'entendre. À chaque fois, il disait les Américains, les Américains. Ben non, mon petit David, hein, c'est les Israélo-Américains qui sont à l'œuvre parce que la couche supérieure de la volonté à tout prix de mener la guerre en Iran, on l'a vu au mois de juin l'année dernière, c'est bien la volonté d'Israël d'opérer un changement de régime. Hein, puisque Israël nous a vendu une guerre préventive, une énième guerre préventive avec l'opération Rising Lion pour changer de régime à Téhéran. Donc voilà, c'est venir nous dire c'est les États-Unis tout seuls, c'est Donald Trump tout seul, etc. Donc, qui pourrait se fondre dans la population? Quel profil, hein, si ce n'est évidemment des profils israéliens avant d'être américains? C'est ce que la guerre des 12 jours nous a montré. Ce qui est terrifiant avec cette histoire, c'est qu'on voit bien dans les gens qui composent les différentes audiences, y compris la nôtre, c'est que tout le monde a oublié la guerre des 12 jours qui a eu lieu il y a 6 mois et demi. Et alors, quand je dis tout le monde a oublié, c'est parce qu'il faut aussi arriver à la finalité de ce que pourrait être une attaque américaine, c'est que tout le monde a aussi oublié le coup de bluff de Donald Trump avec l'opération Midnight Hammer.
C'est-à-dire que moi, je suis d'accord, Israël veut toujours un changement de régime. D'ailleurs, il y a 3 semaines, le Mossad disait aux manifestants iraniens, enfin au peuple iranien, renverser le régime, tout ça, etc. Pas de problème, c'est indéniable. Mais moi, je suis pas amnésique ou je suis pas juste bipolaire. Hein. Ce que j'ai pas oublié, c'est que la guerre des 12 jours s'est terminée par un énorme bluff dans l'opération Midnight Hammer et son prologue qui était le fait que les Américains ont laissé pour la première fois dans leur histoire un adversaire frapper impunément une base américaine à Al-Udaï au Qatar. Voilà, parce que j'en entends qui me disent ah tu veux pas comprendre que les Israéliens veulent ceci veulent cela. Si je l'ai très bien compris. Tu veux pas comprendre que les Américains ceci cela avec le yuan, le pétrole et compagnie. Si j'ai très bien compris. Mais maintenant ce que j'ai très bien compris de la dernière fois, c'est que Donald Trump n'a pas envie que ça dégénère et que pour éviter que ça dégénère, il est prêt à monter des coups de bluff du niveau de l'opération Midnight Hammer, qui, à mon avis, reste pour le moment son plus gros coup spectaculaire depuis qu'il est revenu à la Maison-Blanche. Donc, faut pas oublier l'ensemble de ce qu'a été la guerre des 12 jours. Faut pas simplement prendre les petits éléments qui intéressent en fonction du bord, je dirais, politique ou de l'axe d'analyse qu'on veut avoir. Faut prendre tous les éléments et je pense que c'est comme dans un film, hein, c'est comme dans toute histoire, faut jamais oublier comment ça s'est terminé. Mais la seule chose, c'est pas compliqué, c'est où les négociations secrètes, discrètes, comme vous voulez, qui sont en cours, aboutissent au fait que les Iraniens acceptent bon an, mal an les conditions que les Américains veulent leur imposer, qui permettront aux Américains de désamorcer tout, parce que du coup, on peut être certain que s'il y a un accord, Donald va nous en faire des caisses, et là, du coup, Netanyahou, il n'aura plus qu'à se taire, hein, parce que c'est comme ça que ça fonctionnera exactement comme après la guerre des 12 jours. Ou alors, les Iraniens vont pas accepter, ou ils vont accepter insuffisamment, il y aura des frappes, et puis c'est quoi la suite? Alors, où ces frappes sont encore un véritable tour de passe-passe parce que ça va taper des infrastructures qui auront été vidées. Et d'ailleurs, on peut se dire là aujourd'hui, vu le temps que les Iraniens ont eu depuis que Abraham Lincoln a été détourné de la mer de Chine méridionale, je pense qu'ils ont eu le temps de vider beaucoup de sites potentiels d'une frappe américaine. Il faut déjà prendre ça en compte. Donc, parce que les cibles potentielles, il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas non plus à l'infini. Donc, pour les sécuriser, les vider, les évacuer, etc., les Iraniens ont eu beaucoup de temps. Donc, pour moi, l'option la plus évidente, s'il devait y avoir une escalade, c'est que les Américains vont frapper, ça va être très spectaculaire, ça va faire des belles images. Donald Trump refera le coup de l'opération Midnight Hammer et il n'est pas exclu qu'il laissera même encore aux Iraniens pour qu'il n'y ait pas une escalade encore derrière, le soin de pouvoir les frapper, par exemple, encore une fois, à la base d'Al-Udaï ou un truc équivalent, je ne sais pas, en Jordanie ou ce genre de choses, pour que surtout l'acteur israélien reste à sa place. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas que dans cette affaire, il faut qu'entre guillemets, ça reste entre Iraniens et Américains. Il ne faut surtout pas que les Iraniens se lancent dans une idée de frapper Israël en disant voilà, les Américains nous ont frappés, on sait qu'il y a les Israéliens derrière, donc on va taper en Israël. Parce que là, Netanyahou, effectivement, peut rentrer dans un délire total jusqu'à l'emploi de l'arme nucléaire. Puisqu'on sait c'est possible, selon toi? Non, mais ça, c'est le scénario le plus extrême. C'est pas le scénario le plus probable. Pour moi, c'est l'extrême développement possible. Il faut surtout pas, encore une fois, rentrer dans cette idée. Ça va être systématique, etc., etc. Je sais bien qu'il y a des facteurs d'origine eschatologique du côté israélien qui sont en jeu. Je les connais très bien, mais je ne pense pas que les Israéliens vont réussir à imposer cet agenda-là aux Américains et que les Américains sont assez intelligents. Ils l'ont prouvé pendant la guerre des 12 jours pour trouver une porte de sortie qu'ils auront mise en place pour leurs intérêts à eux. Voilà. Donc, parce que le côté les Américains n'ont aucun intérêt à eux, ils ne font qu'obéir à Israël, c'est trop simple également. C'est une dialectique entre les deux pays, c'est pas juste l'un et le chien de l'autre en permanence, etc. C'est encore une fois trop simpliste pour moi. Voilà. D'autant que, n'oublions pas, autour du problème,
il y a des acteurs complémentaires qui ont aussi leur mot à dire, à commencer par le sultan, qu'on n'a rien à faire d'une déstabilisation de l'Iran. Lui, il veut que l'Iran reste à sa place pour mater les Kurdes qu'il a traqués pendant des années, et là, pour lesquels il vient encore de donner des informations il y a 3 semaines aux Iraniens pour leur dire d'où ils venaient, comment, avec quelles armes, etc., pour mettre l'Iran entre guillemets à feu et à sang. Donc voilà, il y a plein d'acteurs qui n'ont pas envie de revoir la guerre qui est encore en cours en Syrie, même si on arrive au bout, semble-t-il, qui n'ont pas envie de revoir l'Irak, etc. Donc voilà, je sais que beaucoup de gens ont du mal à prendre tous ces facteurs-là en compte, mais ils sont là et ils sont bel et bien présents. Ah non, c'est possible. Maintenant, les Américains sont assez intelligents. Si j'ai bien compris, le Lincoln, déjà, il vient d'arriver à Oman pour faire escale. Donc, il n'est pas au large des côtes. Il est en train je pense, de reprendre ravitaillement, etc., depuis les installations portuaires pour que ça aille plus vite. Et puis, il faut pas oublier, il y a 2 porte-avions qui sont en cause, parce que j'entendais cette espèce de benet de Merchet hier soir sur LCI, ou de Richoux. Non, c'était Richoux, c'était pas Merchet, c'était Richoux. Comme quoi, voilà, de temps en temps, il a des éclairs de génie, mais sinon, il devient très, très médiocre. Il faut pas oublier qu'il y a un autre porte-avions qui est au large d'Israël, c'est le Roosevelt, et que les avions du Roosevelt, avec du ravitaillement en vol, ils sont à portée aussi de l'Iran. L'idée qu'il y aurait que le groupe aéronaval de l'Abraham Lincoln qui serait en cause, non. Le Theodore Roosevelt, lui, ses avions pourraient servir à frapper l'Iran, mais surtout ces avions serviraient à défendre le ciel israélien, ainsi que les navires qui entourent le porte-avions, pour servir de base anti-aérienne flottante pour défendre le ciel d'Israël. Donc, il y a 2 groupes aéronavals américains qui sont engagés dans le problème aujourd'hui. Un en mer d'Oman, le Abraham Lincoln, et puis le Roosevelt qui, lui, est au large des côtes israélo-libanaises, je crois. Il est à peu près à cheval sur les frontières maritimes des 2 États, et qui doit, lui, servir à la fois à renforcer éventuellement pour des frappes en Iran, mais aussi et surtout pour défendre le ciel israélien. Voilà. Donc ça, c'est très important de le noter. Voilà, moi je pense que le scénario le plus probable, c'est que les Américains pourraient frapper avec un cinéma équivalent à celui de la fin de la guerre des 12 jours. Des 12 jours. On s'en sortirait comme ça, comme la fois précédente, parce que Donald Trump n'a absolument pas envie qu'on aille plus loin. Oui, alors je vais faire ma petite pub. Donc, n'oubliez pas de vous abonner au Patreon de Veille Stratégique pour avoir le débriefing qu'on a produit rapidement dans la période entre dimanche soir et hier matin, puisque le document a été publié ce week-end. Donc, en fait, là, on a maintenant un Substack. Ça y est, tu as ton Substack aussi. Ah oui, alors le Substack, ça, c'est pour les gens qui réclamaient mes travaux d'historien. Voilà. D'accord. Alors, je fais aussi ma petite pub. C'est-à-dire que vu que les éditions Caractère ont disparu en septembre dernier, tous les articles que j'ai commis pour eux pendant quasiment 10 ans sont plus accessibles, puisque sauf ceux qui ont acheté les magazines pendant ces années-là, personne. Il y a plein de gens qui me disaient comment on pourrait vous lire, machin. Puis des gens qui sont très j'ai envie de lire Sylvain Ferreira et personne d'autre. Donc là, j'ai ouvert un Substack. Donc, je vous invite à vous abonner pour avoir accès alors, je vais les mettre en ligne au fur et à mesure. Déjà, tous les articles que j'ai écrits pour les éditions Caractère, et puis ensuite aussi d'autres articles que je vais commettre, bien évidemment, au gré de mes recherches historiques qui se poursuivent. Voilà. Donc, mais là, pour les infos veille stratégique, n'oubliez pas le Patreon, parce que c'est ce qui permet d'accéder rapidement à de l'information pour un abonnement qui vaut pas très cher, je crois que c'est 5 et quelques euros par mois. Voilà, ça vaut la peine. Et donc hier, on a produit une petite synthèse de ce National Defense Strategy 2026, qui est la traduction, si je puis dire, en termes militaires par le Pentagone du National Security Strategy produit par la Maison Blanche en 2025 au mois de novembre et paru en décembre 2025 et sur lequel on a déjà beaucoup parlé tous les deux au cours des matinales du mois de décembre. Donc en gros, le Pentagone valide
la stratégie de Donald Trump, hein, ils n'allaient pas se mettre en opposition vis-à-vis de lui, pour nous dire, voilà, quels sont les grands axes autour desquels on va devoir travailler, quelles sont les menaces les plus importantes, etc. Alors, clairement, il apparaît que le plus important, c'est tout ce qui concerne, bien évidemment, et ça fait partie aussi des problèmes dont on parlera après, de la sécurité du territoire américain lui-même, hein, c'est-à-dire qu'il y a une nécessité de resanctuariser avec la protection notamment des frontières vis-à-vis du narcotrafic et ce genre de choses, le territoire américain lui-même, le problème du terrorisme, hein, puisqu'il faut éviter aussi que des terroristes puissent s'infiltrer sur le territoire américain, la sanctuarisation du cyberespace américain, puisqu'on sait très bien, comme pour tous les États, qu'aujourd'hui, le cyberespace, c'est une donnée stratégique, c'est-à-dire qu'on peut subir des attaques en permanence, je ne sais pas, sur tout ce qui concerne en France, on a eu ces problèmes-là avec les hôpitaux. D'ailleurs, on avait incriminé les Russes avant de découvrir que c'était des Ukrainiens. Bref, ou les aéroports. Enfin voilà, vous savez à peu près aujourd'hui que tous les systèmes sont fragilisés par leur dépendance, leur hyperdépendance à l'informatique. Donc, il faut protéger le pays par rapport à tout ça. Et puis ensuite, il y a des grands axes vers l'extérieur. Alors, toujours dans la sécurité, ce qu'ils considèrent comme étant la sécurité des États-Unis, il y a ce dont on n'a pas arrêté de parler avec le Venezuela ou le Groenland, c'est-à-dire la sécurité de ce qu'ils appellent l'hémisphère occidental. Donc tout ce qui va du nord du Groenland et du Canada jusqu'à la Terre de Feu en Argentine. Et donc tout ça, voilà, il faut que les États-Unis, qui ont longtemps délaissé cette zone-là parce qu'il n'y avait plus la menace communiste, ils ont laissé des gouvernements s'installer qui globalement leur restent favorables, mais qui sur le plan économique ont fait tellement d'ouverture vers les investissements chinois qu'aujourd'hui ça met en déséquilibre le rapport de force réel, puisque l'économie est devenue le moyen de mesurer la dépendance des États au-delà de la politique elle-même. On voit bien qu'en Amérique latine, aujourd'hui, la dépendance aux investissements chinois, elle est colossale. C'est le premier continent des investissements chinois dans le monde, hein, plus encore qu'en Afrique. Donc, autant dire que pour les Américains, il faut que ça cesse, parce que ça se fait au détriment de leurs propres investissements potentiels et de leurs propres débouchés. Alors, ils ne vont pas mettre les Chinois dehors comme ils le faisaient avec les agents soviétiques pendant la guerre froide, mais ils vont leur faire comprendre. On a eu 2 méthodes en action, je le rappelle. La plus récente, c'est la méthode Maduro, enlèvement, extradition, salut les copains, et on s'entend avec le gouvernement local. La version précédente avait eu lieu au moment où Donald Trump venait d'être élu. C'est la version Panama. Hein, les 2 ports à chaque entrée du canal de Panama appartenaient aux Chinois. On envoie BlackRock, et pas le gouvernement américain, racheter à ces compagnies-là la propriété des ports pour s'en assurer de nouveau le contrôle. Hein. Donc, on voit bien que là, on est dans du soft power ou de la puissance militaire, mais très mitigée par rapport à ce qu'on avait, très adouci par rapport à ce qu'on avait pu connaître au cours de la guerre froide avec l'opération Condor, les coups d'État sanglants, les dissidents arrêtés, torturés, etc. Et ensuite, ils nous disent, voilà, l'adversaire principal, donc c'est bien la Chine, hein, qui a été capable de se créer déjà un glacis de défense stratégique en ayant la possibilité de grignoter, notamment en mer de Chine méridionale et les îles Spratly, etc. Et l'objectif est clair, c'est de dissuader la Chine par la force, mais sans confrontation. C'est-à-dire que là, on voit toute la prudence et toute la... Moi, je suis très content hein, parce que je veux encore faire de la pub pour mon bouquin La fin de la domination américaine, parce que ça va dans le sens de toutes mes conclusions, c'est-à-dire que vu l'état des forces armées américaines, la confrontation avec la Chine ne peut pas se faire de manière militaire directe. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit présent militairement dans la zone, il faut qu'on gonfle les muscles, il faut qu'on montre notre détermination, mais on ne va pas plus loin parce que de toute façon, d'une part, les Chinois, eux, pendant qu'on s'occupait de la guerre contre le terrorisme, ont fait un bond qualitatif et quantitatif qui est colossal, que nous, le temps qu'on le rattrape, il faudra que, je l'ai déjà expliqué ici, on compte au minimum 10 ans, en espérant que les autres n'avanceront pas beaucoup plus vite que nous. Et donc,
voilà, pour résumer, hein, nous on a traduit ça en des termes très clairs, c'est dissuader la Chine par la force, mais sans confrontation. Et pour renforcer notre dispositif, pour être sûr de ce qu'on fait par rapport à nos faiblesses structurelles, on engage la responsabilité des alliés régionaux, donc Corée du Sud, Japon, Philippines, et puis même parce que ça paraît paradoxal pour plein de gens, un autre acteur auquel on s'attend jamais, mais ça c'est quand on ne connaît pas les équilibres de l'Asie depuis 1000 ans, le Vietnam. Hein, c'est-à-dire que le Vietnam est un pays qui a toujours été en confrontation avec son grand voisin chinois, qu'il soit communiste ou pas communiste, avec l'époque de la guerre du Vietnam. Je rappelle, le Vietnam a été d'abord soutenu à l'époque de la guerre d'Indochine par Pékin, mais quand Pékin s'est fâché avec Moscou dans les années 60, c'est Moscou qui a pris le relais au Vietnam. Et depuis, le Parti communiste vietnamien est resté aligné sur le marxisme-léninisme orthodoxe de la version soviétique et pas de la version maoïste. Et donc aujourd'hui, le Vietnam est un allié de circonstances de bonne volonté dans la confrontation en mer de Chine méridionale contre la Chine. Parce que la Chine attaque des navires de pêcheurs vietnamiens, philippins, etc. sans arrêt. Et donc, les Vietnamiens, aujourd'hui, il faut se rendre compte, et c'est là que les gens qui voient l'histoire à court terme comprennent pas. Aujourd'hui, dans le grand port de Da Nang, qui était la grande base américaine sur le Pacifique pendant la guerre du Vietnam, eh bien, on a des navires américains qui font escale à Da Nang, comme si c'était encore l'époque où il y avait un gouvernement pro-occidental au Vietnam. Voilà les paradoxes de la géopolitique sur le temps long. Hein. Malgré la présence d'un drapeau rouge avec une étoile jaune sur le drapeau vietnamien, et que Saigon s'appelle Ho Chi Minh Ville, vous avez quand même des Américains qui débarquent à Da Nang pour faire escale. Faut pas oublier ça. Et tout ça dans des opérations conjointes contre la marine chinoise. Voilà. Donc renforcer tout ça. Et puis se dire, voilà, on ne peut plus, c'est notre seule priorité parce qu'on ne peut plus s'occuper que de manière secondaire des autres théâtres d'opération pour lesquels autrefois on se sentait capable d'affronter simultanément une guerre ouverte de haute intensité avec la Chine et la Russie. Aujourd'hui, on acte que tout ça s'est terminé. Et donc derrière, on considère que, ma foi, la Russie, c'est pas quelque chose qui va nous poser des problèmes permanents. Hein. Les Européens, en participant un peu plus à leur défense, en augmentant leurs dépenses, ils vont nous aider à faire, entre guillemets, du containment, hein, d'endiguer l'éventuelle puissance russe, dont on sait très bien que les Russes veulent absolument pas venir se frotter à l'Europe occidentale. Hein, ça les intéresse pas. Ils savent très bien, Poutine l'a toujours rappelé, la différence entre la démographie, le PIB, etc. Hein, donc pour eux, c'est une menace qu'ils qualifient de persistante, hein, parce que bien évidemment la Russie avec son arsenal nucléaire et tout ça, c'est pas à prendre à la légère, mais ça reste pour eux gérable par l'Europe, hein, parce que voilà, il y a assez de moyens et il n'y a pas un danger imminent d'invasion de l'Europe par l'armée russe demain matin. Donc voilà, on en est là. Alors après, il y a d'autres zones extérieures, périphériques, où là, il y a de la bagarre, donc potentiellement le Moyen-Orient vient d'en parler, etc. Et puis, ce que ce document entérine aussi, et là, ça refait, moi, je vais leur envoyer de l'argent à la fin tellement je les aime, hein, parce qu'ils font de la pub pour mon bouquin, c'est la nécessité de réformer le complexe militaro-industriel américain, en disant, voilà, il faut le remettre au diapason d'une efficacité qu'il n'avait plus. On va pas dire, faut en faire sortir toute la corruption parce que c'est quasiment ingérable aujourd'hui. Le truc a été tellement loin qu'il faudrait des forces révolutionnaires pour le changer. Mais il faut le restructurer, il faut le remettre sur des bons rails pour qu'enfin il puisse servir cette stratégie à la fois globale et cette stratégie militaire. Et c'est donc là, ce que je disais il y a 15 jours, le décret pour obliger les industries à fournir les matériels en temps et en heure et en qualité attendue, sinon pas le droit de revendre d'actions, pas le droit de toucher des dividendes. Hein. L'idée aussi, ok, on augmente le budget de la défense, mais justement, c'est pour assurer la modernisation qui est, je le rappelle, monumentale, hein, parce que le document atteste aussi de tout ça.
C'est-à-dire que, comme à aucun moment précédent dans l'histoire, toutes les forces armées américaines, toutes ces composantes, sont en réforme simultanément. Ça n'est pas gérable si vous n'avez pas un budget qui effectivement se compte en 1000 milliards de dollars. C'est pas possible. Hein. Personne n'a fait ça dans l'histoire. Et il n'est pas dit, c'est la conclusion de mon livre, il n'est pas dit qu'ils y parviendront, mais en tout cas, ils tentent quand même le coup, et ce document-là atteste à nouveau de cette volonté. Voilà, donc merci Donald Trump, merci le Pentagone de faire autant de publicité à mon travail. Hein, n'oubliez pas la fin de la domination américaine chez The Book Edition. Vous aurez les compléments par rapport à ce qu'on a fait sur le Patreon hier. Voilà. Ça va, les ventes sont bonnes? Ah oui, les ventes sont bonnes. Là, on va bientôt atteindre, j'ai pas regardé ce matin, les 1000 exemplaires vendus. Donc, non, on est bien. On est content. C'est une bonne chose. Donc, on continue. Puis, ce qui est bien avec The Book Edition, c'est qu'on n'a pas de problème de tirage, puisque c'est imprimé, entre guillemets, au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas, continuez à vous le procurer, parce que, justement, à chaque fois qu'on va vous dire, tiens, les Américains peuvent ci, les Américains peuvent ça, tous ceux qui l'ont lu, en tout cas, et qui m'en ont fait un retour, sont satisfaits de voir la qualité et la densité de l'information qu'on produit dedans. Bien. Bon, tant mieux, pourvu que ça dure, que ça continue comme ça. Voilà. Bientôt 2000, bientôt les 10 000. Si on arrive déjà à 1500, je serais très, très content. Bien, Sylvain. Alors, allons maintenant peut-être sur le sujet de cette insurrection au Minnesota. Est-ce que nous allons vers une nouvelle guerre de sécession, une guerre civile aux États-Unis? C'est traité d'une certaine manière chez nous, évidemment, les terribles bavures de la milice trumpiste et heureusement les courageux manifestants armés de 9 mm. Mais ça, c'est une bonne chose, selon nos médias. Et donc, Trump serait déjà en train de reculer à Minneapolis. Ce sujet me paraît intéressant à traiter. Alors, on va rappeler deux principes. Le premier principe au niveau, entre guillemets, moral, au niveau de l'analyse. Le premier principe, c'est que moi, qui suis un spécialiste de la guerre de sécession, j'étais chez nos confrères de Radio Courtoisie hier à midi pour en parler. En 1861, face à la sécession d'une partie des États américains, le président Abraham Lincoln, républicain, comme Donald Trump, a décidé de mobiliser à l'époque les gardes nationales, les milices des États et une partie des forces armées américaines pour mater cette sécession. Bon, aujourd'hui, il y a une grande statue au bout du mall à Washington d'Abraham Lincoln pour célébrer son action contre les États sécessionnistes, dont je rappelle que d'un point de vue légal, on n'a jamais, j'insiste bien, pas d'un point de vue politique ou d'un point de vue militaire, mais d'un point de vue légal, personne n'a jamais, jusqu'à aujourd'hui, été capable de trancher sur le fait que cette sécession était anticonstitutionnelle. Voilà, j'insiste bien là-dessus. Donc, à l'époque, on nous a dit Abraham Lincoln, ce héros, aujourd'hui dans tous les livres d'histoire, on nous le présente comme étant quelqu'un d'exceptionnel, etc., etc. Aujourd'hui, Donald Trump, 160 ans plus tard, républicain, voit des villes, Chicago, Détroit, Los Angeles, aujourd'hui Minneapolis, sombrer dans le chaos pour diverses raisons, et notamment pour des problèmes d'immigration, avec des violences, avec des gens qui sont tués. Que décide-t-il de faire? D'envoyer, dans certains cas, la garde nationale, et dans d'autres, la garde nationale, plus cette police ICE qui a été créée à la suite du 11 septembre pour mener des opérations constabulaires. Et là, par contre, c'est le signe avant-coureur de l'arrivée du fascisme aux États-Unis. Alors moi, je ne comprends plus rien. Ou Abraham Lincoln, c'est un héros pour toujours, ou peut-être que demain, on va nous dire « Ah ben non, c'était un méchant facho ». C'est ce que disent les sudistes encore aujourd'hui dans certains États.
que c'était un dictateur, ou alors Donald Trump, lui aussi c'est un héros parce qu'il veut restaurer l'ordre dans des endroits où il n'y en a plus du tout. Hein. Et en particulier à Minneapolis, je rappelle, Minneapolis, c'est la ville où George Floyd a été tué au cours d'une arrestation, donc il y a maintenant, je ne sais pas, 4 ou 5 ans. Ça avait donné lieu aux émeutes déjà à l'époque, au mouvement Black Lives Matter. Je rappelle que le fondateur afro-américain de Black Lives Matter est revenu depuis sur tout ça en disant qu'il avait compris qu'il avait été manipulé par les élites démocrates, etc., pour qu'on se serve de cette histoire pour porter préjudice à Trump. Hein. Je rappelle aussi, parce que ça, je trouve que c'est à vomir, qu'est-ce qui s'est passé à Minneapolis l'année dernière de tragique dans une école privée catholique? Il n'y a pas un transgenre complètement taré qui est venu abattre des enfants de sang-froid avec une arme à feu? Qu'est-ce qui s'est passé dans les médias européens pour nous parler de tout ça? Jamais déjà on a mis sa transidentité en avant. Alors que lui, il avait mis en avant dans son espèce de proto-testament pour dire pourquoi il allait tuer ses enfants, pourquoi il allait tuer ses catholiques, y compris en pleine messe. Hein. Ça n'a jamais été mis en avant. Et tout ça s'est fait dans cette ville de Minneapolis parce qu'elle est contrôlée par les démocrates. L'État est contrôlé par Monsieur Walz, qui a été le colistier désastreux de la désastreuse Kamala Harris contre Donald Trump en 2024. Donc aujourd'hui, tout est fait pour nous faire passer l'ICE pour quelque chose de complètement… voilà, c'est les SA. Hein, c'est oui, les milices de fascistes, c'est les chemises noires. Oui, oui, voilà, c'est les chemises noires de Benito. Alors moi, je vais rappeler quelques éléments. L'ICE a été créé donc à la suite du 11 septembre par W, notre grand président George W. Bretzel Bush. Hein, Bretzel Bush. Ah oui, Bretzel Bush, hein, puisque comme moi, il regarde le foot américain, mais il bouffe les bretzels, il s'étouffe, ce con. Bon, bref. C'est ça. Dommage, non, ça n'a pas été… Il en donnait aux chiens en même temps. C'est ça. W. Voilà. Donc, et une fois que W a quitté la Maison Blanche, Barack Hussein Obama a utilisé, je l'ai déjà dit sur cette antenne, mais on n'avait pas parlé de l'ICE à ce moment-là. L'ICE a été l'instrument pour Barack Hussein Obama, le premier président afro-américain de l'histoire, le grand gentil, presque mieux qu'Abraham Lincoln. Hein, eh bien, il a utilisé l'ICE pendant ses 2 mandats pour déporter, puisque c'est le terme en anglais, deported, le plus de migrants de toute l'histoire des États-Unis vers le Mexique. Donc, quand c'était Barack Hussein Obama, c'est marrant, l'ICE ne posait aucun problème. Et je vais regarder ma petite fiche parce que je veux être très précis. Donc au total, hein, ça représentait quasiment 3 millions de personnes qui ont été expulsées par l'administration Obama de 2009 à 2017. 3 millions de personnes, d'accord? Et presque donc 410 000 pour la seule année 2012. C'est donc un record dans l'histoire des États-Unis. Et au cours de ces expulsions, il y a eu 56 morts dans des centres de détention en conséquence à des négligences médicales ou aux conditions de détention qui, à l'époque, étaient pointées du doigt par les ONG. Mais vu que c'était Barack Hussein Obama à la Maison-Blanche, ah ben ça faisait pas les grands titres comme là, je vois des journaux. Hein. Et Barack, il a eu le droit aussi à son petit prix Nobel de la paix, parce que je mets ça dans la balance, puisqu'on se fout de la pomme de Trump matin, midi et soir, à juste titre, hein, d'ailleurs, avec son idée que c'est le grand pacificateur, etc. Là, le grand prix Nobel de la paix, 3 millions de déportés, 3 millions d'expulsés, puisqu'il faut employer la terminologie française, hein, et parmi eux, 56 morts dus aux conditions de détention ou des conditions sanitaires de leur détention ou de l'absence de soins médicaux. Mais il va être devant un tribunal à Nuremberg, Barack Hussein Obama, ou pas? Je ne comprends pas. Parce que là, Trump, il y a eu 2 bavures, et et je vais dire la seconde, parce que bien sûr,
la mort des hommes, c'est toujours quelque chose de catastrophique. Mais ce monsieur-là qui est mort ce week-end, on nous dit il était là pour prendre en photo ce que faisaient les gens de l'ICE, de l'ICE, etc. Ils l'ont tiré dessus et tout. Mais que faisait-il dans les rues de la ville, à côté de ces unités qui sont en train de faire leur travail, d'accord, avec un pistolet de 9 mm et des chargeurs sur lui? Parce que là, c'est pareil. Si j'en crois toutes les bonnes âmes, ils se foutent de la gueule des rednecks matin, midi et soir en disant c'est des gros beaufs, ces Américains de droite, affiliés à la National Rifle Association et compagnie, hein, dont Charlton Heston était leur mentor autrefois avec son expression, là, la tribune du Congrès avec sa Winchester, on my dead body, hein, ils viendront jamais me retirer mon flingue. Eh bien, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils nous disent à propos de ce monsieur qui se trimballait avec un 9 mm en pleine opération de police? Alors, c'est triste qu'il se soit pris 10 balles dans la peau, mais ça, on va y revenir. C'est un autre problème du recrutement de l'ICE et de l'ensemble des forces constabulaires aux États-Unis. Hein, ça, c'est un problème grave qui n'a rien à voir avec Donald Trump, une fois encore. Donc là, par contre, on ne nous critique pas le fait du port d'armes aux États-Unis, de sortir dans la rue avec un flingue, parce qu'on est un bon petit soldat de George Soros. Et il faut revenir aussi, pourquoi on a envoyé l'ICE à Minneapolis? Parce qu'il y a un scandale. Ah, on a une image figée de Sylvain Ferreira qui, j'espère, va revenir rapidement. Voilà. Ah ben, ça va. Les problèmes qui sont posés par l'immigration somalienne à Minneapolis sont colossaux. On parle de détournement d'1 milliard de dollars d'aide sociale sur plusieurs années. Et aujourd'hui, le problème légal du gouvernement fédéral, c'est pour ça qu'il est dans son bon droit comme l'était peut-être Abraham Lincoln en 1861, c'est que le gouvernement du Minnesota, de l'État du Minnesota ou de la ville de Minneapolis, comme dans d'autres cas en Californie ou ailleurs, ne veulent pas fournir à l'État fédéral les migrants illégaux pour qu'ils soient expulsés. Mais qui sont ces gens? Mais c'est comme les États qui ont fait sécession en disant bah non, nous on veut garder l'esclavage. L'esclavage était légal aux États-Unis, ils ont dit bah nous on veut garder l'esclavage. Bon, on leur a dit on va vous faire la guerre parce que vous ne voulez pas rester dans l'Union. Bah là, Donald Trump, on n'en est pas à la sécession, mais les types, on leur dit voilà, le gouvernement fédéral transmet à l'État du Minnesota une liste de types qui sont recherchés pour être expulsés, et le gouvernement du Minnesota dit non, 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 on ne va pas vous les donner, vous viendrez vous-même les chercher. Pardon? Mais qui est dans l'illégalité au départ? Qui sont ces petits fascistes finalement qui décident de s'asseoir sur les lois fédérales des États-Unis que leur grand mentor Barack Hussein Obama a fait appliquer à la lettre? Est-ce que vous avez, parce que moi j'ai regardé ça, est-ce que quelqu'un a la trace d'un seul gouverneur républicain pendant la période où Barack Hussein Obama a foutu dehors 3 millions de personnes? Est-ce qu'il y a un seul gouverneur républicain qui a dit non, je ne vous filerai pas les migrants illégaux qui sont sur mon territoire? Alors là, parce que c'est au nom de Donald Trump, les autres en face, et comme par hasard, donc dans l'état du colistier de Madame Harris, hein, on est là à dire ah ben non, 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 et on est là à faire du 2 poids 2 mesures entre les morts. Moi, j'aurais bien aimé, parce que je l'ai vu en direct à l'époque, Monsieur Waltz venir près de cette école catholique où mes frères et sœurs d'à peine 8 ans, parce que moi je suis catholique, ont été assassinés par cette espèce de créature démoniaque là, hein, qui était venue flinguer des gosses au nom de son transgenre, de sa transidentité. Je l'ai vu, Monsieur Waltz, avec ses larmes de crocodile. Qu'est-ce qu'il a fait de plus? Rien du tout. Et il a fallu que le gouvernement fédéral, encore une fois, intervienne, parce que vu qu'on était en pleine campagne électorale, ils se sont dit à Washington avec Sleepy Joe, il faut faire, comme on dit en anglais, du damage control pour éviter que ça devienne du grand n'importe quoi, cette histoire. Voilà. Donc, c'est une catastrophe de ce 2 poids 2 mesures en fonction de la qualité des victimes. Et moi, je ferais quand même du 2 poids 2 mesures parce qu'un adulte qui est tué, c'est très grave. Un homme qui est tué, c'est très grave. Et cette bavure est très grave. Mais assassiner des enfants qui sont en train de prier, quel que soit le lieu de culte, hein, ça aurait été une mosquée, une synagogue, un temple,
ça aurait été la même chose. C'est ignoble, ignoble. Et ça, on a bien vu déjà à l'époque le 2 poids 2 mesures. Hein, la vie d'un petit blanc catholique qui prie, ça n'a pas le même prix que celle d'un homme qui est en train de se balader avec un flingue de 9 mm sur des lieux d'arrestation par des agences du gouvernement fédéral. C'est clair. Mais alors, comment est-ce que tu vois la suite sur ces insurrections? Avant d'aller dans la suite, il faut préciser le problème que représentent ces bavures, ce que ça signifie. Ça fait depuis 2003, à peu près, avec la création de l'ICE, mais pas que, l'ensemble des forces constabulaires des États-Unis, qu'elles soient fédérales ou qu'elles soient locales, pour les différents États, se sont militarisées. C'est-à-dire qu'on a affaire à des forces de l'ordre qui sont de plus en plus équipées de moyens qui ressemblent à ceux de l'armée. Véhicules blindés, des gilets pare-balles, etc., des casques de combat et compagnie. Moi qui suis un grand fan de Shérif Fais-moi peur, on est de plus en plus loin de l'image du shérif débonnaire Roscoe Tanner dans le comté de Hazard. On est loin de tout ça, on est de plus en plus avec des flics de tous les niveaux qui sont des Robocop et qui sont souvent des happy trigger, des gars qui ont la gâchette facile. Et le problème, c'est que leur recrutement, c'est pas assuré sur concours comme en France. Y compris, je le rappelle, parce que quand vous voulez rentrer dans la police municipale en France, il y a quand même encore des étapes de recrutement qui font qu'on essaye de recruter des gens qui sont assez compétents. Des fois, il y a des failles dans le filet, mais enfin, il y a quand même un filet qui est assuré pour le recrutement. Aux États-Unis, malheureusement, vu la demande de sécurité, vu la demande sans arrêt de protéger plus, de sécuriser plus, on a fini par accepter quasiment n'importe qui, au sens péjoratif du terme. Et donc, on se retrouve avec des types qui n'ont quasiment pas de formation, voire aucune formation, et qui sont des gars qui ont la gâchette facile, qui pensent que face à eux, ils ont que des ennemis et non pas des citoyens auxquels ils doivent demander de se conformer à la loi, etc., parce qu'il y a quand même ce seuil idéologique qui joue un rôle. Et donc, et ça déborde de partout. Et c'est ça qui a tué George Floyd. Parce que le patron de la police de Minneapolis était un idiot fini qui recrutait des gens qui avaient aucune formation, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec un type qui vous fait une espèce de clé avec un étouffement dans des circonstances dans lesquelles n'importe quel policier digne de ce nom n'aurait jamais pratiqué ce genre de choses. C'est bien là le problème au départ. C'est pas parce que, alors à l'époque c'était marrant, parce que George Floyd, on nous présentait ça, le blanc qui a tué le pauvre noir et compagnie, mais on avait oublié de nous dire de ce côté-ci du monde que c'était dans une ville démocrate, que c'était un maire démocrate, que c'était un chef de la police qui est nommé par la municipalité démocrate, que tout ça n'avait rien à voir avec le racisme ordinaire qu'on nous présenterait si on était, je sais pas, au Texas ou en Alabama. Voilà. Donc le problème aujourd'hui, c'est les problèmes de sécurité qui sont réels et sérieux, les problèmes d'immigration qui sont réels et sérieux, mais aussi le défi de trouver des forces de police, de les former, de les instruire correctement, de les recruter correctement dans des critères qui soient objectivement positifs pour faire du maintien de l'ordre et pas faire n'importe quoi comme ce à quoi on vient d'assister aujourd'hui. Voilà. Alors maintenant, l'éventualité d'une guerre de sécession, je rappelle que les premiers à avoir menacé récemment les États-Unis d'une dislocation, c'est l'État de Californie dirigé par des démocrates. Alors moi, vu que je suis un taquin, je rappelle, un jour, la Californie fera sécession des États-Unis grâce à la faille de San Andreas. Il n'y aura pas besoin de politiciens. Bon, ce sera une catastrophe parce que ce sera un tremblement de terre, mais ce sera ça qui permettra à la Californie de s'éloigner géographiquement des États-Unis. Bref, non, je suis taquin. Mais c'est les premiers à avoir menacé la sécession, c'est la Californie, démocrate. Mais alors là, à l'époque, on nous disait, ah, c'est bien, faut les comprendre, ils veulent pas rester avec ces fachos de Washington ou du sud des États-Unis. Donc là, c'était une bonne sécession. Et puis, sous les 2 dernières années du mandat de Sleepy Joe,
Là, par contre, ça a été à nouveau le Texas. Alors là, le Texas, mon Dieu, le Texas, les fachos, les rednecks, parce qu'ils en ont marre de voir les latinos franchir le Rio Grande, etc., etc., avec ce problème qui, lui aussi, n'a toujours pas été tranché d'un point de vue constitutionnel. Je vous rappelle qu'avant d'entrer dans la Fédération des États-Unis, le Texas était un pays, au même titre que la France, au même titre que la Grande-Bretagne. Hein, la République du Texas, elle a existé avant d'entrer dans les États-Unis. C'est pour ça que sur les bâtiments officiels au Texas, hein, c'est pas comme ici avec le drapeau dégueulasse du 4e Reich. Il y a le drapeau du Texas et des États-Unis qui ont même rang sur les bâtiments officiels au Texas. Hein, il n'y a pas un drapeau plus haut que l'autre, alors que c'est l'inverse dans tout le reste des États américains. Hein, le drapeau texan a le même rang que le drapeau fédéral. Et donc, au Texas, il y a des gouverneurs, on dit, bah voilà, si on ne conforme pas la politique anti-immigration qu'il faut là, avec nos nécessités, on va se barrer. Hein, en sachant que, comme la Californie avec son PIB grâce aux nouvelles technologies, le Texas avec son pétrole, s'ils foutent le camp, c'est terrible. Et à l'époque, on avait vu des États, on en avait d'ailleurs parlé, c'était à mes débuts avec toi, il y avait des États comme l'Oklahoma, d'autres de le Nevada, qui se sentaient eux aussi mis en danger. La Floride aussi, qui avait dit on va mobiliser nos gardes nationales pour aller aider la garde nationale du Texas parce que l'État fédéral ne veut pas envoyer de troupes défendre la frontière. Exact. Hein, voilà. Donc ces problématiques-là pourraient revenir sur le tapis demain matin à cause des problèmes qui sont posés aujourd'hui et puis surtout à cause, parce que je vais en terminer, je vois que l'heure tourne et je ne veux pas enlever du temps de parole à mon ami Youssef, mais il n'est pas encore arrivé, tu as le temps. Qui est en train de pourrir la situation d'un point de vue médiatique depuis 48 heures? Monsieur Bill Clinton, Monsieur Barack Hussein Obama qui appelle les Américains à l'insurrection. Ah bah bravo pour des anciens présidents des États-Unis, bravo, hein, bravo pour Monsieur Obama qui vient nous faire. Alors en Europe ça passe. Mais je peux vous dire qu'aux États-Unis, ils n'ont pas oublié ce qu'il a fait pendant son mandat avec ses 3 millions d'expulsés. Les gens le savent. Hein, nous, ici, on est là, on a cet imbécile de Lasserre hier là, qui pense que c'est. Alors elle, ça doit peut-être la faire mouiller, j'en sais rien. Mais elle a l'impression que c'est les SA qui viennent de défiler dans Nuremberg après avoir été à un discours du Führer. Ah non, ça y est, l'Amérique a basculé. Alors heureusement, les mecs hier soir sur le plateau lui ont dit non, mais écoute, calme-toi Isabelle, ça va bien se passer, comme disait notre ministre de la Justice. Tout va bien se passer, madame. Voilà, mais les types, Bill Clinton est en train d'appeler à l'insurrection, Barack Obama sont en train d'appeler à l'insurrection. Mais les Américains, ça les fait mourir de rire jaune. Hein, parce qu'eux, ils sont en plein dans le collimateur de ce qu'a rappelé Donald Trump la semaine dernière à Davos, à savoir, on m'a volé mon élection en 2020 avec l'histoire du Russiagate, etc. Et Obama, il a pas les mains propres dans cette affaire. Donc, c'est n'importe quoi. Mais on pourra avoir des gouverneurs qui se sentent l'idée de faire n'importe quoi, eux aussi, poussés par ces gens-là, se disant, bah voilà, attendez, il y a Barack Obama qui nous soutient, il y a Bill Clinton, etc. On pourrait se lancer dans des menaces comme l'avait fait donc comme ce que je viens d'expliquer le Texas et d'autres il y a 3 ans. Et puis on y va. Hein, et ça pourrait dégénérer dans les rues. Et puis donc comme Abraham Lincoln, comme le grand Abraham Lincoln, eh bien on enverrait la garde nationale, l'ICE, etc. Et malheureusement, vu les problèmes de formation que je viens d'expliquer, eh bien, et puis de rapport entre les individus, hein, à savoir que ces types-là, une fois qu'on leur a mis un uniforme et des armes, ils sont pas là pour faire du maintien de l'ordre, ils sont là pour cibler des ennemis, hein, qu'on a désignés comme étant des ennemis politiques et idéologiques. Eh bien, ça ne peut que dégénérer. Voilà. Alors, j'espère qu'on n'en arrivera pas là, que tout le monde fera un petit peu preuve. Alors, il semblerait que Walls, il est tout de suite pris du recul parce qu'il sait qu'il va être il va être ciblé, pardon, excusez-moi l'anglicisme, il va être ciblé à mort
Et donc, il a dit, j'abandonne la course à la campagne, à ma réélection pour les midterms, hein, puisque les gouverneurs font partie aussi des renouvellements qu'on a au moment des midterms pour le Congrès. Donc, il a dit, j'abandonne la course à la réélection pour me concentrer sur ces problèmes-là. Et il a appelé Donald Trump et la conversation, comme le dit souvent Donald Trump à propos de son ami Vladimir Poutine, a été constructive et aimable. Constructive et aimable. C'est exactement, exactement le communiqué, oui, tout à fait. Mais oui. C'est ça qui est bien avec Donald Trump, c'est que c'est toujours constructif et aimable. Formidable. Le formidable Emmanuel Macron et sa formidable épouse aussi. Tiens. His beautiful wife. Beautiful. His beautiful wife. Attention, ne déforme pas les propos de Donald Trump. Hein. Exact, voilà. Beautiful wife. Voilà. Et on apprend d'ailleurs que Macron va recevoir les premiers ministres du Danemark et du Groenland, tu vois là, toujours à s'occuper de tout sauf des intérêts de la France. Magnifique. Magnifique. Il est extraordinaire. Extraordinaire. C'est beau. Enfin bon, voilà. Donc la situation est tendue. Les raisons, donc j'ai essayé de les brosser assez sommairement, mais en allant quand même à l'essentiel. Et moi, je pense que maintenant, si ça dégénère, ce sera de la faute du camp d'en face qui en fait des tonnes depuis donc dimanche pour nous dire en avant. Alors, dernière petite précision très taquine. Dimanche après-midi, suite à la mort tragique de cet homme, il y a eu des manifestations dans Minneapolis dans l'après-midi. Et donc là, hier soir, la maire Lasserre et les autres, il y avait que quelques milliers de manifestants. Alors les autres, ils étaient là, bah oui, mais il fait moins 25 degrés. Dimanche après-midi à 15h, il y avait la finale de la conférence américaine en vue du Super Bowl, qui était suivie par la finale de la conférence nationale en vue du Super Bowl. Et à Minneapolis, c'est une ville de football américain, ils étaient tous devant leur télé, bande d'idiots. J'ai jamais vu des gens aussi déconnectés de la culture d'un pays et qui la commentent à satiété comme ça, sans se rendre compte du pourquoi, du comment. Hein. Les Américains, il n'y a qu'à voir ce qui va se passer dans 15 jours quand il y aura le Super Bowl. Ils seront quasiment tous devant leur télé. Malheureusement, bah oui, les États-Unis, c'est pas la France des gilets jaunes ou ce genre de choses. Et même si là il y a eu la mort d'un homme, les types le dimanche après-midi, quand il y a de tels événements sportifs, ils sont rivés devant leur télé. Surtout qu'en plus, quand il fait moins 25 dehors, vous sortez pas trop, vous les caillez, hein, faut être clair. Fait. Très bien, bah écoute, super, merci Sylvain de cette énergie et de cet humour. On a passé un excellent moment avec toi comme chaque semaine. Voilà, alors dernière petite annonce si j'ai 5 minutes. Oui, vas-y. 5 minutes peut-être pas, mais 2 minutes, oui. Non, 2 minutes. Ceux qui sont dans le Nord, samedi après-midi, donc je suis chez la section égalité réconciliation donc du Nord et de Picardie. Voilà, je voulais pas me planter sur les régions. À partir de 14h30 pour parler de la guerre en Ukraine. Et puis on parlera, je pense aussi de mon dernier ouvrage puisqu'il sera également en vente là-bas. Donc vous allez sur le site Égalité Réconciliation du Nord pour vous inscrire et venir me serrer la pince.